L'économie mondiale aurait-elle décidé de n'en faire qu'à sa tête? L'Allemagne, qu'on disait malade, montre des signes de reprise. Aux États-Unis, malgré des taux élevés et une inflation qui refuse obstinément de revenir à 2%, l'économie continue de tenir. Et pendant ce temps, les banques centrales se demandent si elles ne vont pas devoir remonter encore les taux. Alors, est-ce que l'économie va finalement mieux qu'on ne le croit, ou est-ce que justement c'est parce qu'elle va trop bien que les problèmes commencent? Pour cette rentrée du regard décalé, on va essayer d'y voir clair et peut-être de bousculer quelques idées reçues. Bienvenue dans cette nouvelle saison du regard décalé. Bonjour Bernard Keppen. Bonjour Gaël. Je suis ravie de reprendre cette saison du regard décalé avec toi. Pas mal Moi de aussi. choses dont on doit discuter. Il s'en est passé des choses cet été. On va commencer chez nous, en Europe, avec l'Allemagne. C'est vrai que l'Allemagne, elle est en difficulté. On annonce entre autres la mort de l'industrie automobile allemande depuis 3 ans. Volkswagen, entre autres, envisage de supprimer jusqu'à 50 000 emplois. C'est donc véritablement une souffrance de l'industrie automobile. L'énergie reste évidemment très chère. Et pourtant, étonnamment, le PIB allemand a progressé de 0,3% au deuxième trimestre. Et puis, on a un indice IFO qui vient d'augmenter pour le quatrième mois consécutif. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer qu'une économie puisse aller mieux alors qu'une industrie emblématique comme l'automobile envisage des dizaines de milliers de suppressions d'emplois? Alors c'est vrai que c'est une surprise, mais c'est une bonne surprise et ça montre, un élément quand même assez fondamental, c'est la résilience de l'économie en Europe dans un contexte, tu l'as souligné, qui est extrêmement compliqué. Guerre en Ukraine d'abord, guerre en Iran aujourd'hui, tensions sur les matières premières et entre autres sur l'énergie, problèmes dans les chaînes d'approvisionnement, guerre commerciale et on a aussi la déferlante des produits chinois qui touche effectivement l'Europe. On aurait pu avoir une situation extrêmement négative par rapport à ça, et bien au contraire, l'Europe montre cette résilience et en particulier l'Allemagne. Alors c'est vrai, l'industrie automobile allemande est en souffrance. On va avoir des restructurations et on va encore avoir clairement des impacts négatifs sur cette industrie. Mais ce que les chiffres montrent aujourd'hui, c'est qu'on a une reprise dans d'autres secteurs, entre autres tout ce qui est secteur électronique, tous les secteurs qui profitent des investissements dans l'intelligence artificielle. Et bien là, aujourd'hui, l'Allemagne est en train de retrouver une certaine performance. Quand on regarde les indicateurs de confiance, les fameux indicateurs PMI du secteur manufacturier, c'est vrai qu'on sort de 3 ans de récession dans ce secteur-là en particulier. Mais que la reprise elle est quand même assez significative depuis le début de l'année au niveau de l'Allemagne. Le deuxième élément, c'est que finalement le secteur des services a mieux résisté que prévu. Et on a en plus une légère remontée du moral des consommateurs en Allemagne. Donc on a un mix qui est important, qui joue pour le moment. Ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que le gouvernement allemand a mis en place un plan d'investissement, un plan de relance, 500 milliards d'euros sur 10 ans. On a les premiers effets qui commencent seulement à se faire sentir maintenant. On sait très bien que les effets positifs se font sentir en 2027. Donc il y a aussi une anticipation par rapport à cette évolution, cet investissement qui va soutenir clairement les infrastructures, l'industrie en Allemagne. Bah, c'est peut-être un élément de réponse à ma question suivante, puisque l'air de rien, l'Allemagne, tu viens de le dire, cumule quand même énergie chère, concurrence chinoise, droit de douane américain, un rein trop bas, une crise automobile, et pourtant ce moral économique qui remonte. La question du coup, c'est en Belgique, notre baromètre, lui, se dégrade. Qu'est-ce qu'ils ont que nous, on n'a pas? Alors le baromètre de la Banque nationale de Belgique m'a toujours posé problème, Ok. dans le sens où on a eu toujours un décalage entre les indicateurs PMI dans les autres pays européens et l'indicateur de la Banque nationale de Belgique. Il est en général l'inverse des autres. Et je n'ai pas une explication rationnelle à pouvoir te donner pour pouvoir expliquer ce phénomène-là. Il y a cependant un élément qui aujourd'hui probablement peut peser aussi bien d'ailleurs sur le moral des ménages que sur le moral des entreprises en Belgique, c'est quand même le contexte politique dans lequel on est. On va avoir cette échéance importante de discussion budgétaire au niveau du gouvernement. On a vu ce que ça a donné lors des premières discussions. On a vu et on voit aujourd'hui quel est l'objectif que doit atteindre le gouvernement. Et encore, quand on parle de 10 milliards, c'est même pas réaliste quand on voit le contexte malgré tout de hausses et taux d'intérêt long terme qui a un impact négatif et qui risque d'entraîner ce fameux effet boule de neige. Donc on devrait faire plus d'efforts. Inéluctablement, ça pèse sur le moral des ménages et des entreprises parce qu'on va être tous impactés. Et je pense que ça, c'est l'élément qui est la grande différence par rapport à l'Allemagne aujourd'hui.
Alors évidemment, on ne peut pas, faire abstraction, de la situation aux États-Unis. Il faut qu'on y vienne, également. Là aussi, l'économie reste quand même, résistante. Pourtant, on a un PCE qui est toujours à 3,7, le corps à 3,3. Ça fait maintenant plus de 5 ans que l'inflation dépasse l'objectif des 2. Alors cette première question aux États-Unis, est-ce que ce taux d'inflation à 2, ça reste réaliste ou on est en fait dans une véritable fiction? Non, non, ça reste très réaliste. Maintenant, la grande question, c'est quand j'ai une économie qui est solide, qui a de la croissance, il est normal que j'ai de l'inflation. On peut se poser la question de savoir pourquoi la Fed a laissé ce taux d'inflation trop élevé par rapport à son objectif. C'est un peu un reproche qui a été fait d'ailleurs par le nouveau président de la Banque centrale américaine par rapport au mandat de Powell en disant, mais finalement, tu n'as pas atteint cet objectif et tu n'as rien fait pour atteindre cet objectif. Maintenant, il faut le remettre dans le contexte. Le deuxième élément, c'est clairement que les guerres commerciales et la guerre en Iran ont un impact inflationniste. Et que donc cet élément-là, qui est toujours bien présent, n'a jamais été véritablement pris en préoccupation par la Banque centrale américaine. Et donc, quand j'ai un taux d'inflation de 3,7%, donc qui est le taux d'indice des dépenses de consommation, qui est quand même l'indice phare de la BCE, mais clairement, on dit oui, effectivement, ça n'augmente plus, mais ça ne baisse pas du tout. Mais donc, cet objectif, on ne remet pas en cause l'objectif aujourd'hui. Bah, alors, on peut se poser la question quand même, parce que c'est vrai que Donald Trump a tout fait des pieds et des mains pour essayer de faire baisser ses taux, en tout cas. Pourtant, ces droits de douane alimentent quand même fortement les tensions sur les prix. Il y a un déficit qui inquiète aussi le marché obligataire. Les membres de la Fed, ben, on parle de remonter ces taux. Est-ce que finalement, Donald Trump n'a pas fait tout l'inverse de ce qu'il aurait dû faire pour obtenir ce qu'il aurait voulu avoir? Je pense que, enfin, je l'ai déjà dit, que Donald Trump ne sait absolument pas de quoi quand il parle des taux d'intérêt. Dans son esprit, quand il dit il faut baisser les taux, il faut baisser les taux parce qu'on a une économie robuste. Bah, si on a une économie robuste, on a de la croissance, on a de l'inflation, on doit avoir des taux un petit peu plus élevés pour éviter d'avoir une surchauffe économique et une inflation qui s'emballe. Donc on est juste dans le scénario inverse, tu vois. Et puis deuxièmement, quand il parle des taux d'intérêt, il dit on doit baisser les taux, on doit baisser les taux de 1%. Il parle des taux long terme, il parle des taux à 10 ans. Donc il ne parle même pas de la politique monétaire, parce qu'il ne je suis désolé, il ne comprend pas que la politique monétaire va agir sur les taux court terme. Ça a un impact sur les taux longs, certes, mais n'agit pas, elle ne bouge pas le taux à 10 ans. Le bon du Trésor américain, c'est l'évolution du taux de marché. Ce n'est pas la décision de la Banque centrale américaine. Donc, clairement, toutes les politiques qu'il a menées, tout ce qu'il a pris comme décision, que ce soit les guerres commerciales, parce qu'on l'oublie, mais la guerre entre le Canada et les États-Unis aussi aujourd'hui aura un impact inflationniste. Donc ces guerres commerciales ont eu un impact inflationniste ou auront encore un impact inflationniste, et la guerre en Iran a un impact inflationniste. Hausse du prix du pétrole et problème dans les chaînes d'approvisionnement, donc ça augmente les coûts pour les entreprises. Inéluctablement, toutes les mesures sont totalement contradictoires par rapport à cette volonté de baisser les taux. Oui, j'allais dire, hein, à l'incompétence d'économiste, il y a aussi une incompétence de diplomate, hein, puisqu'on a cette guerre avec, le Canada, avec, ces taux qui pourraient être, à 50 sur, certains produits entrés en vigueur ici le 8 septembre. Est-ce que cette guéguerre commerciale, elle va pouvoir s'éterniser ou à un moment, quelqu'un va devoir, je vais mettre un genou à terre? Alors, on est aujourd'hui, il faut quand même être bien clair que globalement aujourd'hui, Trump maintient des guerres commerciales partout. Il a relancé les guerres commerciales, il a relancé des droits aujourd'hui par rapport à 60 pays sur des principes ou des notions qui sont totalement débiles, excuse-moi le terme, mais C'est c'est de ça. l'ego ou de l'économie? Oui, on est toujours dans la logique de dire on va ramener la production aux États-Unis et pour ça, la meilleure arme, c'est imposer des droits de douane. On voit bien que, un, ces droits de douane entraînent une hausse de l'inflation, et deux, on n'a pas une augmentation des investissements des entreprises aux États-Unis. Au contraire, et on l'a vu, entre autres, on parlait de l'Allemagne tout à l'heure, on a vu, entre autres, des constructeurs allemands automobiles qui avaient dit qu'ils allaient investir aux États-Unis, qui font marche arrière en disant, dans le contexte d'incertitude politique actuelle, nous n'allons pas investir. Donc on a l'effet inverse de cette politique. Et le problème, clairement, c'est que comme il est persuadé qu'il a raison d'imposer des droits de douane, il va continuer à utiliser cette arme-là. Est-ce que finalement, la question que je me pose, hein, c'est est-ce qu'il y a encore un pilote, un réel pilote aux commandes? Parce qu'on a d'un côté Warsh qui doit convaincre les marchés que la Fed est crédible face à cette Mmh. inflation, et tu l'as dit, ça devient compliqué. De l'autre, on a Scott Bessent et le Trésor qui interviennent sur le marché obligataire avec des rachats. On a évidemment bah, Donald Trump. Reuters soulignait d'ailleurs que Warsh est arrivé à Jackson Hole confronté avec l'inflation, la volatilité obligataire et la nécessité de préciser sa propre doctrine et politique. Alors, Bernard, j'ai vraiment une question. Est-ce qu'aujourd'hui, on a quelqu'un qui est là pour maîtriser
le prix de l'argent aux États-Unis entre Kevin Warsh, entre Scott Bessent, entre Donald Trump et voire même entre le marché obligataire? Ah, je te dirais, on aura peut-être la réponse tout à l'heure. Donc on a Jackson Hole, aujourd'hui, on est vendredi, on aura pardon, ce discours de Kevin Warsh tout à l'heure et il a intérêt à préciser sa position par rapport à l'inflation et donc la position de la Banque centrale américaine. Parce qu'aujourd'hui, il donne le sentiment, eh bien, de voler pour, Trump, dans le sens d'adhérer à sa position et de ne pas vouloir se fâcher avec Trump et donc de ne pas augmenter les taux d'intérêt. Et il laisse un espèce de flou, alors qu'il y a rien d'artistique, mais qu'il y a un flou qui est extrêmement pénalisant sur le marché. Ce qui est extrêmement perturbant, ce qui a provoqué la tension sur les taux obligataires long terme, ce qui a entraîné l'intervention du secrétaire au Trésor, qui lui intervient en disant: «C'est un problème de liquidité», mais c'est pas du tout un problème de liquidité. C'est simplement parce qu'il y a une tension importante sur les taux d'intérêt et quand j'ai mon taux 30 ans qui arrive à 5,30, c'est un vrai signal d'alarme quand j'ai une dette de 40 000 milliards de dollars. Donc ça veut dire quoi? Beh, ça veut dire que la banque centrale américaine ne donnant pas de signe clair, j'ai une tension sur le marché obligataire et j'ai le Trésor américain qui essaye d'agir sur les taux longs et la hausse des taux longs n'est que la résultante d'une politique floue de la part de la Banque centrale américaine. Donc c'est un peu schizophrénique comme situation, hein. Et en plus de ça, en intervenant comme ils interviennent, comme ils l'ont fait, ils donnent un signal très négatif sur les marchés parce qu'ils donnent le sentiment qu'ils veulent contrôler la courbe des taux. Et ça, quand un gouvernement essaye de contrôler la courbe des taux, eh bien, c'est un énorme risque de se planter complètement. Mais c'est justement la question. Moi, j'ai un peu le sentiment que jusqu'ici, les banques centrales, je veux dire de manière générale, on a le sentiment qu'elles avaient une capacité de contrôler un petit peu, bah, finalement l'économie, les taux, les marchés, l'inflation, les crises et cetera. Ici, bah, en 2026, c'est complètement autre chose. Alors est-ce que les marchés changent ou est-ce que simplement on se rend compte qu'une banque centrale n'a pas la capacité de contrôler grand chose? Alors non, ne faisons pas un amalgame et ne faisons pas d'un cas unique une généralité. Les autres banques centrales, je peux en citer toute une série, la Banque centrale européenne, la Banque de Nouvelle-Zélande, la Banque d'Australie, la Banque de Corée du Sud, la Banque des Philippines et j'en passe, ont augmenté leur taux d'intérêt parce que j'avais une hausse de l'inflation. Donc elles ont joué ce rôle, elles sont intervenues et elles préviennent bien les marchés. Je prends le simple cas de la Corée du Sud avec un taux de croissance, on tourne aux alentours des 3%, une inflation qui est trop élevée par rapport à l'objectif de 2%. Elle vient d'augmenter ses taux d'intérêt et elle a prévenu le marché en disant on va encore procéder à une nouvelle hausse de taux. Elles jouent leur rôle à ce moment-là. C'est aujourd'hui le problème, c'est la Banque centrale américaine. Mais c'est un gros problème puisque c'est la plus grande et la plus puissante banque centrale. Et derrière ça, il y a encore un autre problème fondamental, c'est qu'on a une dégradation de la valeur du dollar. Mais plus il va y avoir une baisse du dollar, une défiance par rapport au dollar, plus le Trésor américain va devoir augmenter les taux d'intérêt pour attirer des investisseurs qui vont s'inquiéter et d'une dette de 40 000 milliards de dollars et d'une faiblesse du dollar. Et du coup, on l'a dit, l'air de rien, cette économie, elle continue à tourner, elle continue avec résilience. Donc j'aimerais terminer avec une question peut-être un peu plus psychologique, hein. Est-ce qu'en fait, cette économie va mieux qu'on ne le croit et on s'inquiète pour rien? Ou est-ce qu'au fond, elle va mieux qu'elle ne le devrait? Alors, on ne s'inquiète pas sur la croissance américaine. On s'inquiète sur le niveau de la dette, le flou de la politique de la Banque centrale américaine et la remontée des taux d'intérêt long terme. Et sur la croissance américaine, on ne s'inquiète pas. Pourquoi? Les résultats, les bénéfices des entreprises aux États-Unis au deuxième trimestre ont été fabuleux. On a une augmentation d'à peu près 30% globalement au niveau des bénéfices. C'est des chiffres hallucinants. C'est évidemment tous les investissements dans l'intelligence artificielle. Deuxième élément, plus j'ai un marché boursier qui est solide, qui est à la hausse, plus ça augmente les revenus des ménages américains, plus ça augmente la consommation. C'est le deuxième facteur de croissance de l'économie américaine. C'est même le principal quand je fais le détail du chiffre du PIB. Donc, la combinaison des deux éléments font que j'ai une croissance qui reste solide au niveau des États-Unis. Et cet élément-là explique peut-être en partie le fait qu'on peut se dire, mais je ne comprends pas, les taux d'intérêt long terme sont sous tension et je n'ai pas de problème aujourd'hui, en tout cas pour le moment, sur le marché boursier. Mais parce que les résultats des sociétés sont là et parce que la consommation, là, il y a le soutien aussi, l'activité économique, donc les indices boursiers. Donc l'économie américaine va bien, malgré toutes les attitudes complètement débiles, et je n'ai pas d'autre terme, de la part de Trump. Je laisse mon mot de débile absolument.
malgré les tensions commerciales, malgré la guerre commerciale. Mais on a un vrai problème aujourd'hui de crédibilité de la Banque centrale américaine. Et on a un vrai problème aujourd'hui des niveaux des taux d'intérêt long terme qui risquent encore de monter s'il n'y a pas une vision beaucoup plus claire de la position de la Banque centrale américaine. Donc on peut se dire que l'optimisme actuel, qui vient entre autres des entreprises, peut ne pas être éternel. Alors ça, c'est toujours la grande question. Est-ce qu'effectivement, on va refaire les mêmes types de bénéfices? Quand on voit un peu les prévisions pour le troisième trimestre, quatrième trimestre et même 2027, et globalement, les prévisions sont bonnes. Mais pour autant qu'on n'ait pas un contexte géopolitique qui dérape complètement, donc on sait qu'on est toujours on n'est pas à l'abri de ce genre d'événement. Mais si je regarde juste le résultat des sociétés aujourd'hui, je n'ai pas d'inquiétude particulière. On va terminer sur cette petite note positive en tout cas. Merci beaucoup Bernard Keppel. Avec grand plaisir. C'est tout pour l'instant. À partir de février, nos podcasts quotidiens changent de canal. Le journal des marchés rejoint Trends Bourse et nos podcasts de décryptage sont désormais disponibles sur Trends Tendance. Abonnez-vous sans plus tarder à ces 2 cadeaux. À très bientôt.